Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va parler spectacle à travers deux générations d'artistes. À ma droite, Serge Papagali. Bonjour Serge. Bonjour à tous. 50 ans de carrière et même un peu plus, et toujours la même envie de monter C'est trois sur générations scène. différentes. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs générations d'écart entre vous, puisque mon autre invité, artiste de la région grenobloise, s'appelle Tony Caviotto. Bonjour Tony. Bonjour. Alors toi, tu as tout juste 14 ans, tu es un jeune chanteur, tu sais déjà tout faire, hein, tu joues de la guitare, tu composes tes morceaux, tu les interprètes, on verra ça tout à l'heure avec toi. Mais avant de laisser la place aux artistes, on va souhaiter un anniversaire, celui du PGHM de l'Isère, le peloton de gendarmerie de haute montagne, représenté sur ce plateau par Rémi Pélisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes capitaine, Rémi, commandant en second du PGHM de l'Isère, qui a fêté donc, en 2021 ses 60 ans. Il a été créé en 1961, puisque je sais à peu près compter jusqu'à 60, dans l'agglomération grenobloise, à Échirol. Je crois qu'après, il y a eu Pont-de-Clé, Grenoble, et puis aujourd'hui, vous êtes basé au Versou, ouais, à côté de l'aérodrome. Avant 1961, ça veut dire qu'il n'y avait pas de secours en montagne quand on avait des problèmes ici dans nos massifs isérois? Alors il y avait du secours. Au début, c'était surtout les amateurs, des volontaires qui faisaient des caravanes ad hoc quand il y avait un secours qui se déclenchait. Après, il faut bien se replacer dans le contexte. C'est que à l'époque, la norme, c'était quelques secours par an. On est loin des chiffres d'aujourd'hui, donc on pouvait se permettre de faire appel aux bonnes volontés. Après, petit à petit, ça s'est structuré. Et au début du XXe siècle, en 1910, il y a le comité de secours en montagne du Dauphinois qui s'est créé pour un peu essayer de structurer ça. Et ça a perduré tant bien que mal jusqu'à l'hiver 56-57, où suite à une tragédie, l'État a décidé de s'investir dans le secours en montagne pour pallier aux carences de ces caravanes qui étaient montées un petit peu au moment clé, quoi. En fonction de l'occasion, avec des bénévoles. Vous parlez d'un événement qui a un peu déclenché la création des secours professionnels. C'est l'affaire Vincent Noé-Henry, de jeunes étudiants qui ont agonisé pendant une dizaine de jours sous le Mont Blanc, à la vue pratiquement des gens dans la vallée. Ça avait beaucoup choqué les gens parce que c'était à la fois deux jeunes, c'était un sommet emblématique, c'était parti pour faire l'éperon de la Brinva, donc en hiver, à l'hiver 56-57. Et ils se sont retrouvés coincés par le mauvais temps. Donc sur le mode classique de l'époque, les bonnes volontés sont un peu structurées, un petit peu les militaires, un petit peu les guides de la vallée. Et puis le secours a progressivement tourné au fiasco, une première tentative héliportée qui s'est soldée par le crash de l'hélicoptère. Donc une caravane de secours pour secourir les sauveteurs. Et pour se terminer par une lente agonie des deux protagonistes, donc nichés dans la carlingue aux yeux de tous, puisque depuis Chamonix, on voyait bien, ils étaient coincés au niveau des grands plateaux, donc sous le Mont Blanc. Et donc c'est suite à ces images qui ont vraiment choqué les gens que l'État a décidé de s'emparer de la mission de secours par la circulaire de 1958 et la création du PGHM de Chamonix en 58, suivi rapidement de Briançon en 59 et donc de Grenoble, troisième du nom, de Grenoble, troisième du nom. En 61. Une petite photo pour illustrer un peu l'ambiance des secours de l'époque. C'est sur les hauteurs de Saint-Égrève en 1963. Je pense qu'on n'est pas loin des arêtes du Néron. Oui, c'était toute une activité pour descendre un blessé. Oui, alors à l'époque, c'était beaucoup de la bricole. La professionnalisation est venue bien plus tard. Donc, il n'y avait ni les hélicoptères, ni les médecins. C'était beaucoup avec les moyens du bord. Tout un tas de techniques ont été apprises sur le tard par les générations successives. Et c'est ça qui a permis d'arriver progressivement au modèle qu'on a aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'à l'époque, la durée moyenne des secours, les marges d'engagement étaient bien plus réduites qu'aujourd'hui. Oui. L'utilisation de l'hélicoptère est venue un petit peu après?
Alors, il y a eu les premiers essais, en fait, dès la fin des années 50, mais en Isère, c'est venu quasiment à la fin des années 60. L'usage qui commence à devenir régulier. Il y a eu un secours Epicalola en 67, ça a été parmi les premiers emplois de l'hélicoptère. Et ensuite, c'est devenu beaucoup plus professionnalisé avec l'apparition du treuillage, puis l'arrivée des machines modernes, l'Alouette 3, puis le C-145 qui est arrivé en 2005, je crois, en Isère. Là, on voit quelques images d'un hélitreuillage justement dans le massif des Écrins, du côté de l'aiguille de la Dibona, pour ceux qui connaissent ce secteur de la vallée de la Romanche en Isère. C'est toujours un moment très, très technique, très particulier pour un secouriste de se retrouver pendu comme ça au bout d'un filin. Alors tout à fait, parce que vous remettez entièrement à l'équipe, en fait, aux pilotes, aux mécanos, et puis à tout un panel de techniques individuelles qui ont été travaillées en amont et des travails en équipe qui permettent d'arriver à travailler en sécurité. Après, ce n'est pas forcément ce qui est le plus impressionnant qui est le plus difficile. Les caravanes terrestres restent le summum de l'engagement en secours, quand l'hélicoptère en fait ne peut plus agir du fait des conditions météo notamment, ou de la configuration des lieux quand les lieux sont très raides. Mais effectivement, il y a tout un savoir-faire qui est assez long à acquérir et qui permet d'œuvrer du mieux possible. Et donc il faut s'entraîner, on va dire, au quotidien. Là, on voit des images justement d'un exercice d'entraînement sur les falaises au-dessus de Crolles, qui est un des sites où les secouristes viennent régulièrement s'exercer dans des conditions forcément un petit peu compliquées. Qu'est-ce qui vous a incité à rentrer dans ce métier, Rémi? C'est d'être comme ça pendu dans le vide au-dessus d'un hélicoptère? Ça, si vous voulez, c'est un peu l'image appel d'offres. C'est voilà. Ce qu'on voit en premier. C'est la vitrine. Pour les gens qui ont grandi un petit peu à la montagne, c'est le PGHM, le secours en montagne, c'est des acteurs qu'on a l'habitude de côtoyer, enfin au moins de voir, on n'espère pas en avoir besoin, mais de voir un petit peu au quotidien. Après, c'est un mélange, un petit peu la vocation du sauveteur, hein. C'est un peu archaïque, mais c'est un peu ça le principal moteur. Et puis une passion de la montagne qui est quand même indissociable. Il faut aimer ça parce qu'il faut y aller sur son temps personnel, il faut pratiquer la montagne, s'entraîner régulièrement, et c'est ça qui permet d'être au niveau le jour J dans des conditions difficiles, puisque par définition, on est engagé précisément dans les cas où on n'a pas envie d'y aller. Voilà, on vous appelle rarement quand tout va bien. 12 000 personnes à peu près secourues en 60 ans d'histoire du PGHM de l'Isère. C'est considérable. Vous avez déjà eu besoin d'appeler les secouristes en montagne, Serge? Alors, pas peut-être pour les mêmes raisons. C'est avec des copains qu'on a fait des fois des circuits en Chartreuse. Vous voyez, je parle de la boisson. Hein. Ah Non, blague à part. Non, moi j'ai eu la chance de pratiquer ce sport, parce que c'en est un pratiquement quand j'étais à l'armée, mais ça remonte à une époque où vous n'étiez pas né encore, je pense. Et depuis, je n'ai pas jamais dérangé, parce que les quelques fois où je vais en montagne, d'abord, je fais attention, et deuxièmement, j'essaie de m'équiper pour pas éviter, comme certains le font. Enfin, je ne parle pas de tout le monde, mais certains quand même, partant de l'espadrille. J'exagère un petit peu, mais pratiquement de faire le Mont Blanc, quoi, parce que c'est devenu un lieu. Donc voilà, pour éviter que ces gens-là se déplacent, et prennent des risques, eux, pour sauver la vie, souvent dire à des gens, faites attention aussi un peu. Moi, j'ai jamais eu à avoir à faire appel à eux, j'espère que ça va durer. C'est une tendance, Rémi Pélisson, d'avoir des gens un peu farfelus comme le décrit Serge, qui partent en montagne sans être équipés ou sans faire attention aux conditions météo, par exemple? En fait, un peu tous les accidents, c'est toujours un mélange un petit peu d'aléas, de malchance, hein, et puis de marge technique insuffisante. Mais ça, c'est vrai pour le grand débutant qui n'a pas prévu le matériel adéquat ou qui est dans un endroit qui est trop technique pour lui, jusqu'à l'athlète de haut niveau ou la star de l'alpiniste qui a aussi un peu, en quelque sorte, présumé de ses forces, plus un petit peu de malchance. Donc, montrer du doigt forcément les débutants, c'est un peu fallacieux. C'est parce qu'il y en a plus que des gens qui ont une haute maîtrise. Mais il y a toujours un aspect aussi malchance. Il y a peu d'appels où les gens ne sont pas du tout en difficulté. Puis d'ailleurs, ces genres d'appels, on ne va pas forcément les secourir. Après, il est certain que depuis quelques années, on voit qu'il y a une tendance, un appel plus facile au secours. Les gens cherchent... Certaines personnes cherchent moins à se débrouiller par elles-mêmes, là où il y a quelques dizaines d'années, les gens seraient descendus tout seuls, en comptant sur leurs propres moyens. Ouais, c'est un peu la solution de facilité. De facilité, voilà, le mécanisme commence à être connu, et donc les gens ont l'impression qu'ils peuvent être sortis pour une simple formalité. Or, il n'y a pas de secours anodin.
Et on rappelle que le secours est gratuit en France et qu'aujourd'hui, avec les téléphones, de n'importe quel endroit à peu près en montagne, on peut joindre les secours. Où il y a encore des zones en blanches. particulier en Isère, c'est particulièrement marqué sur les écrins. Hein. Sur les écrins, il y a l'essentiel des vallées, vous avez des problèmes de communication mobile. Hein. Donc le téléphone ne fonctionne pas tout le temps. Puis nous, il y a aussi le volet météo. Enfin, le secours n'est pas le secours facile en une demi-heure. C'est pas du tout systématique. Et parfois, les gens sont surpris où un simple nuage peut empêcher l'arrivée de la machine. Et tout de suite, ensuite, les caravanes terrestres, c'est plusieurs heures de déplacement puisqu'il faut rejoindre les gens à pied, quoi. On parlait de l'hélicoptère qui a apporté un vrai plus dans les secours en montagne. Est-ce que les nouvelles technologies, la numérisation, tout ça, permet aussi aux secours en montagne d'évoluer ? Alors c'est vraiment un secteur qui est en plein boom. Il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées là-dessus, en particulier au PGHM de l'Isère, puisqu'il y a une cellule d'innovation de montagne et de la sécurité intérieure qui a été créée pas plus tard que cet été, avec des recrutements à venir pour pousser un peu toutes ces recherches autour des objets connectés, des téléphones, qui permettent de gagner beaucoup de temps sur les recherches, parce que c'est souvent la partie du secours qui pose problème. Géolocaliser la victime. Exactement. Retrouver des gens qui sont disparus. L'archétype, c'est l'épouse qui appelle parce que son mari n'est pas rentré à la tombée de la nuit alors qu'il devait rentrer il y a 3-4 heures. Et puis on a une zone qui est assez vague et ça peut rapidement donner des opérations assez conséquentes avec beaucoup de gens engagés et des gros délais pour retrouver les personnes. Donc là-dessus, il y a beaucoup de travail qui est fait à la fois sur la recherche de téléphone, mais maintenant vous avez aussi toutes les montres GPS et tout un tas d'objets connectés. Donc il y a une recherche qui est très proactive là-dessus, qui a déjà donné pas mal de résultats, là, avec la généralisation de Gendeloc, qui est un outil qui permet, dès que les gens appellent, de les localiser avec la plan. Donc ça marche si la personne nous appelle. Et là, on développe des outils de recherche pour des gens qui ne sont pas capables de répondre à leur téléphone, pour stimuler un petit peu depuis l'extérieur ces téléphones pour essayer de les localiser, quoi. Alors vous évoquiez le risque, aucun secours n'est anodin. On a pu le constater encore il y a quelques jours, malheureusement, dans le Vercors, le 12 septembre, avec un accident mortel qui a impliqué les secouristes. On voit là les images de ce qui reste malheureusement de l'hélico de la sécurité civile qui a embarqué une équipe avec des membres du PGHM à l'intérieur. Tout à fait, c'est un triste rappel qu'il n'y a pas d'opération anodine, puisque vu de l'extérieur, c'est un jour où il fait beau, sur une zone qui est connue des équipes, qui ne présente pas de relief particulier. Et on voit que, alors pour des raisons qui sont encore inconnues, mais qui seront précises dans les enquêtes à venir, ça peut toujours conduire à l'accident, à l'accumulation de sorties fait que vous vous exposez mécaniquement plus au risque, quoi. Un drame, heureusement, qui est assez rare dans les équipes, même s'il y a eu plusieurs membres du PGHM depuis 60 ans en Isère qui ont été victimes d'accidents du travail. C'est le cas de le dire. Pour vous, en montagne, on voit effectivement les images de la cérémonie en hommage donc, aux mécaniciens de la sécurité civile qui est mort dans ce crash il y a quelques jours. C'est une grande famille, hein, le secours en montagne, même s'il y a plusieurs services qui interviennent. Oui, bien sûr. En France, vous avez la police nationale aussi, via les CRS de montagne, qui agissent aussi sur le secours, en particulier en Isère, où ils ont l'alternance, une semaine sur deux, c'est eux qui font le secours. Vous avez dans certains départements les sapeurs-pompiers. Il y a les médecins qui nous appuient. Donc, depuis les années 90, c'est systématisé un petit peu partout, les appuis médicaux. Et puis, évidemment, les pilotes et les mécaniciens de bord qui nous appuient dans les missions au quotidien. Ah, et là, c'était Pierre-François Bonnard, voilà. Qui est malheureusement décédé dans cet accident. En 2019, il y a eu 245 morts en montagne dans nos massifs français, essentiellement en randonnée d'ailleurs, qui est l'activité qui génère le plus d'accidents. On s'habitue à côtoyer la mort comme ça tout au long de ces années de travail. Vous avez forcément un effet, vous êtes un peu obligé de mettre ça un peu à distance au quotidien. Les accidents que vous voyez, sinon vous ne pouvez pas tenir. Après, on observe qu'avec les années, ça devient lourd à porter. Alors, selon que l'unité ou que la personne soit plus ou moins exposée, après chacun réagit différemment, mais il y a aussi un petit peu de chance. Hein. Il y a des gens qui en feront beaucoup, des accidents mortels, d'autres qui en feront un peu moins. Mais c'est toujours un moment un peu difficile à gérer. Donc, mais avec l'expérience, on apprend à les gérer correctement. Vous êtes encore jeune, vous, Rémi. Vous avez déjà des souvenirs un peu marquants de secours que vous avez dû réaliser dans votre carrière ? Alors là, j'en ai pas vraiment qui me viennent.
plein de petits. Quand vous êtes dedans, moi j'ai eu la chance pour l'instant de ne pas avoir de secours dramatique. J'ai fait quelques accidents mortels dans mon affectation précédente, mais c'est surtout des étrangers sur le Mont Blanc. C'est des gens où on s'identifie moins. Donc c'est plus facile de mettre à distance. Maintenant, des accidents comme on a eu récemment avec le crash de la machine, là effectivement, tout de suite, il y a une charge émotionnelle qui est beaucoup plus importante et à gérer, c'est tout de suite plus compliqué. Là, c'est nous qui avons dû intervenir sur le secours de nos propres gars. Donc dans ces moments-là, ça resserre vraiment les liens et effectivement, là, l'entraînement paye dans ces moments-là. Et oui, c'est aussi psychologique que physique, on va dire, ce métier. Comment on fait d'ailleurs pour devenir secouriste en montagne, pour rentrer au PGHM? Il y a une filière à suivre? Alors, il y a 2 grandes filières. Il y a alors, la filière proprement gendarmerie, donc c'est des gens qui s'engagent en gendarmerie. Et puis, vous avez toute une succession de stages qui vous permettent en quelques années de présenter les tests d'accès à la spécialité qui se déroulent donc à un centre d'entraînement qui est à Chamonix. Et après ces 5 semaines de sélection, les gens qui sont retenus suivent un cursus, et tout compris, c'est un cursus qui dure environ 40 semaines pour former un secouriste complet. Vous avez une deuxième voie aussi, qui est une voie directe, qui est ouverte aux titulaires du diplôme de guide de haute montagne, qui, eux, rentrent en gendarmerie et sont directement intégrés à la spécialité montagne, et qui suivent, eux aussi, l'ensemble du cursus de formation pour être secouriste en montagne par la suite. Donc c'est un cursus qui est assez long, dont la durée normale, alors pour le cursus gendarmerie, c'est de 4 à 5 ans. Pour la voie directe, donc c'est des gens qui ont beaucoup pratiqué la montagne auparavant. C'est le cursus de spécialiste dure 2 ans. Et ensuite, il y a toute une phase de perfectionnement et de formation continue tout au long de la carrière qui permet de progresser dans les chefs d'équipe et ensuite commandant d'opération. On l'a vu sur les images qui viennent d'être diffusées. Il faut être capable d'intervenir dans tous les terrains, hiver comme été, dans l'air comme sous le sol, avec parfois des secours spéléo. Il y a des femmes au PGHM de l'Isère notamment? Alors au PGHM de l'Isère, non. Et sur l'ensemble des PGHM de France, actuellement, elles sont 2. Une qui est au centre d'entraînement à Chamonix, donc qui est instructrice, et une qui est au PGHM de Chamonix, secouriste, qui est entrée il y a 2 ans. Donc c'est un milieu qui reste très masculin, mais c'est tout à fait ouvert et accessible pour des passionnés qui sont prêts à en découdre et qui se donnent les moyens d'y arriver. Et ben voilà, un beau métier qu'on exerce ici en Isère. Je crois que vous êtes une petite trentaine au PGHM. On est 26 actuellement au PGHM, dont 20 secouristes. Après, il y a tout ce qui est logistique, secrétariat, mais 20 secouristes pour gérer de l'ordre de 500 opérations par an, quoi. Très bien. Puis on fait un petit clin d'œil au livre qui s'appelle « Secours en immersion au cœur du PGHM de l'Isère » de François Nicard, qui est un de vos secouristes ici en Isère, qui était sorti aux éditions Glénat en 2020, où il raconte pas mal de secours, dramatiques ou moins, parce qu'on ne fait pas que des drames quand on est secouriste. La plupart du temps, ça se termine quand même bien. Sinon, on changerait de métier. Bon, merci Rémi. Vous avez en plus la particularité au PGHM de l'Isère d'avoir fait une carrière plus longue que celle de Serge Papagalis, ce qui est déjà un bel exploit. Si on sortait au spectacle, évidemment, avec Serge Papagalis, est-ce que vous savez, d'ailleurs, Serge, combien vous avez donné de spectacles depuis le début de votre carrière? Vous tenez un journal de bord? Un journal de bord, non, mais globalement, j'avais calculé en 50 ans, quand même, j'en suis à plus de 6 000 représentations. Oui, bah oui. Oui, plus de 6 000. C'est à une époque, on faisait les spectacles pour enfants, il y a très longtemps, on en faisait 2 par jour, donc on en a plus de 6 000. Plus de 6 000 fois qu'on montait sur scène. Bon, et chaque fois, il y a un petit quelque chose qui se passe quand même au ventre. C'est comme quand on part c'est moins dangereux, mais c'est comme quand on part en expédition. Allez, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait jamais. C'est une alchimie, ce métier, donc on ne sait jamais vraiment. Il faut être entraîné, mais pas de la même façon. Bon, j'ai envie de dire que depuis 2 ans, les spectacles ont été plus faciles à compter, hein. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne comprends pas du tout ce que vous dites. Je suis sourd de cette oreille, mais je ne comprends pas du tout. Non, mais c'est terrible. On vient de vivre. Alors, tout le monde a été impacté, bien évidemment. Je ne veux pas dire que nous, on est plus tristes que les autres.
Les gens, comme notre métier à nous, c'est quand même globalement, je le résume, j'arrête pas de le dire, c'est de partir à 17h, comédien, je parle plus de comédien, et de rentrer à 2h du mat. C'est ça l'emploi du temps, c'est-à-dire de partir à 17h. Donc, quand vous avez pendant une période, j'ai l'impression qui a duré 20 ou 30 ans, mais elle était plus courte, je sais, où on vous a dit à 18h, vous êtes enfermé chez vous devant Netflix pour regarder des séries. Je ne cacherai pas que mon mode de vie, notre mode de vie à nous a été particulièrement impacté. On était complètement HS d'entraînement. De tout, j'ai eu l'impression de prendre 10 ans en 6 mois. Heureusement, ça s'estompe. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple. Vous avez profité pour vous coucher tôt ou... Alors ça, c'est que j'ai encore de nouveaux sauts dans cette oreille-là. Décidément, vous ne parlez pas assez fort, je comprends pas ce que vous dites. Non, bien évidemment non, parce que le rythme de vie est pris. C'est-à-dire que moi, je me couche à 2h du matin, 1h30, 2h du matin tous les jours. Ça fait 50 ans que ça dure. Donc même quand je ne joue pas, moi, me coucher à 11h... Alors, on peut se lever à 6h du mat, mais un comédien à 6h du mat en pleine forme, ça sert à que dalle. Ou alors, j'ai essayé de faire des spectacles à 6h du mat. Il n'y avait pas un chat, quoi. Il n'y avait personne qui venait. Alors, quand vous tournez des films, oui, là, c'est différent. On peut se lever très tôt, mais c'est quand même occasionnel. Non, mon rythme de vie. J'écrivais beaucoup pour les prochains spectacles. Par contre, j'ai pris du temps. Là. Mais merci à la Chine, si elle nous écoute, je ne sais pas. Hein. Ah, mais ils ont été efficaces. Oui, merci. Mais donc, j'écrivais. Mais mon rythme de vie était le même. Je me couche à 1h30 du mat. Sinon, j'ai pas l'impression d'exister. Un virus chinois qui a même réussi, puisqu'on parle d'anniversaire, à gâcher vos 50 ans que vous espériez fêter, on va dire, en grande pompe sur scène. Écoutez, voilà, Western, on voit les images. Ce spectacle avec 14 comédiens, des amis, sur la grande salle de la Maison de la Culture de Grenoble, que j'ai mis 1 an et demi à écrire, à mettre en scène, à jouer, à interpréter. Et tout ça, on devait faire une petite tournée. Alors, une petite tournée, parce que c'était pour fêter quand même. Avec les comédiens, avec les techniciens, on était 18. Donc, c'est vrai que ça faisait un peu quand même une grosse équipe. Mais on devait partir en tournée dans toute la région. Écoutez, on a pu jouer que les 8 fois. Heureusement, et merci à la MC2, merci à la Maison de la Culture de Grenoble, on a pu jouer quand même là-bas. Et les dernières fois, avec des salles réduites, parce que la salle fait 900 places à 250, à 18 heures. En fait, ça a été un calvaire. Mais bon, je dis, ce sont les aléas de la vie, donc il a bien fallu avancer. Bon, vous avancez, vous repartez d'ailleurs sur les routes avec un nouveau spectacle. En duo, cette fois, vous êtes un peu moins nombreux. Ça va râler. Ça va râler, alors on peut entendre aussi ça va re-aller. Vous voyez ce qu'on entend? Ah, vous le prononcez comme ça, vous. Ça veut dire ça va re-aller bien. Apostrophe, et puis vous posez RA, accent circonflexe aussi, parce que les deux nous font du bien. Râler, actuellement, dire le français est râleur. Moi, je suis italo-français, je suis italien et français. C'est carrément le bordel, je râle le double, si vous voulez. Bon. Mais en revanche, avec tout ce qu'on vient de vivre actuellement, si on râle pas, c'est le syndrome de la cocotte minute, mais sans le sifflet qui tourne. C'est-à-dire, bon, non, vous chauffez. Si vous bloquez le sifflet, vous allez voir la cocotte minute, au bout d'un moment, elle explose. Donc là, c'est vrai qu'on a besoin de râler, c'est un exutoire, ça fait du bien. Et puis, ça va re-aller, j'espère quand même, ça va de mieux en mieux. Moi, je me suis fait faire une 30aine de piqûres pour être tranquille, si vous voulez, 40aine, peut-être des choses qui ne servent à rien même. Non, je vous rassure, j'en ai fait que 2. Hein. Bientôt la 3e. Oui, la 3e arrive. Bientôt la 3e, ça y est, bientôt la 3e. Et puis on essaie de repartir, mais il était temps, honnêtement, il était temps. Ça va râler, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, avec Stéphane Chopek, donc absolument. Vous donnera la réplique, un comédien avec lequel vous avez déjà quelques repères. Hein. Alors, vous dites, oui. J'ai la chance, depuis demi-siècle, de travailler avec des gens que j'aime bien et qui, je pense, m'aiment bien également. Enfin, sinon, ils seraient partis avant. Donc, déjà, c'est une richesse, ça, de travailler avec des gens uniquement. J'écris avant, moi. Je sais qui va jouer la chose que j'écris. Donc, je vois la tête, je connais le copain. Donc, j'ai la chance de travailler avec des amis. Donc ça, c'est des amis de talent, sinon c'est pas possible. Mais enfin, des amis tout de même, ça c'est bien. Stéphane, il y a 15 ans, qui travaille avec moi dans des registres très divers. Et là, on avait déjà fait un spectacle qui s'intitulait « Pourquoi ? Parce que ». Donc voilà. Parce que j'avais un papa à qui je posais des questions à l'époque. Je disais, mais pourquoi? Il me disait, parce que. Bon, voilà. Donc, donc j'avais fait un spectacle là-dessus. C'était il y a 2 ans. 20 ans, avant la Covid, je sais plus. 30 ans. Voilà, 30 ans, tu veux dire. Donc voilà, donc là c'est le 2e duo qui est beaucoup plus compact parce que ça y est, on a eu le temps de rebosser ensemble là-dessus et qui s'intitule, vous venez de le dire, Ça va râler, et qui va tourner dans toute la région Rhône-Alpes, pour l'instant en tout cas, jusqu'à fin mai 22. Ah oui, il y a une grosse tournée qui s'annonce avec une dizaine de dates par mois à peu près dans différents endroits de la région. Alors, on n'a pas d'image de ce nouveau spectacle et pour cause, mais on va regarder un petit extrait du précédent, voilà, du pourquoi, parce que c'est la même famille, on va dire, quoi, voilà, avec des textes différents, des textes nouveaux. Avec Serge Parpagali et Stéphane Chopek.
Écoute, je sais qu'elle fait un peu farce et attrape, cette barbe, et c'est la seule qu'on a en magasin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je reste, je garde la barbe et je t'aide pour la suite. Alors reste, mais arrête les effets spéciaux. s'il J'arrête te plaît. les effets spéciaux. J'ai besoin de toi, aide-moi. Je reste sobre. Aide-moi à expliquer, hein, les gens ont Je soif t'aide. de savoir. Voilà, les gens ont soif tout court. C'est pas les seuls. Alors, On y va, la Oui. genèse. Allez, Donc. allez. où c'est qu'elle... Alors, bon. Bon, écoute, enlève-la, parce que bon, enlève-la. Écoute, je l'enlève Voilà. parce que je vois que tu n'aimes pas. Ça fait caniche. Voilà. Bon, allez, voilà. Hop, hop, hop. Je comprends pourquoi il y a eu besoin de 6 jours. Allez, hein. Allez, bon. les gens. Bon, on était où? Voilà, le bon Dieu n'est pas content. Oh non. C'est marqué dans la Genèse. On peut dire que la pomme d'Adam lui est restée en travers de la gorge. C'est marqué. Le bon Dieu resta plusieurs jours à faire la tête sans verbe, sans un mot. On peut dire que le bon Dieu Bouddha. C'est encore une moquerie, ça? Absolument Ah pas. bon, ah C'est bon. très sérieux. Ah bon. Regarde, qu'est-ce que tu vois écrit? Le bon Dieu Bouddha. Je crois que ça prenait un H. On moi. se trompe Non, s'en souvent. fout. Bon. Voilà. Après, Adam et Ève ont eu des enfants. Ça, vous le savez, c'est marqué. Adam est mort à 930 ans. Non. Regarde, 934. Oh là là, d'accord. Il est tatillon. T'es tatillon, Un petit hein. peu, je le reconnais. 934, bon, à partir d'un certain âge. Bon, Oui, bon, il bon. avait cotisé. Voilà. Ah oui, et puis quand on aime, on ne compte plus. Vous allez continuer à vous moquer de la religion dans Écoutez, le deuxième les opus? choses qui sont un petit peu ridicules, il faut s'en moquer un petit peu. Alors, attendez, moi je respecte tout, bien évidemment. Je suis pour la liberté. Donc, à partir du moment où on ne m'impose pas à moi quelque chose, je suis pour la liberté des autres, déjà, première chose. Mais c'est vrai que là c'est un passage sur la Genèse qui est quand même, quand on la lit dans le détail, effectivement, on apprend qu'Adam est mort en 934 ans, qu'Ève est morte à 800 ans, je ne sais pas combien, 800, je ne sais même plus combien, 800 ans, je ne sais même plus comment on dit, qu'ils ont eu des enfants, qu'après la terre était peuplée. Donc à partir du moment-là, si on dit que la terre était peuplée après les enfants d'Adam et Ève, ça veut dire que les enfants ont quand même, je m'excuse, de coucher entre eux, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça qu'il y a autant, je pense, que d'arriérés mentaux sur Terre, c'est qu'on est tous consanguins un petit peu, parce qu'au départ, je m'excuse de le dire, mais c'est les frères et les sœurs qui ont... Enfin, je vois pas d'autre solution. Parce que quand vous tournez à la page de la Genèse, vous dites... Après, vous tournez, là, il y a l'autre, Seth, il a créé une ville. L'autre dit, mais... Ils ont fait comment pour créer une ville? Parce qu'il faut du temps quand même pour... Moi, j'ai élevé 3 gosses, je vois le bordel que c'est déjà. Bon, je veux dire, donc, voilà. On se moque de toutes ces choses-là, bien évidemment, qui sont la côte d'Adam, tout ça, il y a Adam. Et il faut lire la Genèse dans le détail pour voir quand même à quel point une religion peut aussi respectable soit-elle, quand elle veut expliquer des choses qui sont inexplicables. Moi, je crois que vous savez que la philosophie, c'est la question, c'est pas la réponse. L'intelligence, c'est d'avoir des doutes, c'est pas d'avoir les certitudes, à mon avis. Donc, quand on ne sait pas les choses, on dire je ne sais pas. Mais si on explique et qu'on commence à dire qu'effectivement, la femme, elle est née du fait qu'on a enlevé la côte à un mec, qu'on l'a mis pas là à la poêle, mais enfin, comme je dis, elle est apparue sur la côte. C'est la première fois qu'on a vu une femme à poil sur la côte, d'ailleurs, si vous voulez. Vous voyez, je veux dire, c'est forcément, on est obligé d'en rire. Alors, dans le spectacle, il n'y a pas que ça, mais dans le suivant, dans le nouveau, ça va râler. Il y a le pape qui nous appelle au téléphone, on est quand même les seuls pratiquement que ça arrive. Et il y a Dieu qui nous appelle au téléphone à un moment donné, avec qui on a une discussion pour savoir ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bordel sur Terre actuellement. Je voudrais savoir un peu où sont... Ah, mais c'est une bonne question. Alors, posez, ils ont touché un cachet pour intervenir dans le spectacle? Alors non, je me démerde, je ne m'en pas payer ni le pape ni Dieu, je suis le seul également à me démerder, c'est un truc juridique un peu compliqué, tout ça, voilà. Donc c'est le même style d'humour, mais on ne parle pas que de religion, sur 1h34. Il y a un quart d'heure là-dessus, puis après le reste, c'est le stress, c'est la vie. Vous savez, moi je suis italien d'origine, comme vous le savez, ça ne vous a pas échappé, donc il n'y a pas d'Y à la fin de mon nom, donc j'aime bien rire des choses graves. Donc j'ai toujours écrit des pièces comme ça, chaque fois je raconte un peu la même chose, mais c'est vrai, le cinéma italien des années 50-60, c'est-à-dire les sujets graves, le stress, la vie qui passe, la vie, la mort, toutes ces choses-là, la bêtise humaine, enfin tout ce qu'il fait, et puis on en parle, ça c'est le fond, et puis on en parle d'une façon drôle, comique, c'est ma façon à moi de travailler, donc la religion fait partie de ces thèmes-là, mais il y a d'autres thèmes sur lesquels on plaisante, on rigole. C'est un exutoire, je dis c'est un exutoire, donc voilà. On parle beaucoup, dans le nouveau, je parle beaucoup de la connerie humaine quand même, parce que... Non, mais là, il y a de quoi dire. C'est Coluche qui disait un truc, vous savez, il disait toutes les années, il y a des cons nouveaux, mais cette année, j'ai l'impression que les cons dans les prochaines sont déjà là. Donc, voilà, ça donne envie, des fois, on a des phrases comme ça, envie de passer. Parce qu'il y a une autre phrase que j'ai aussi, je dis, voilà, en fait, la souffrance, c'est pas où on croit. Quand on est mort, par exemple, on se rend compte de rien, c'est dur pour les autres. Quand on est con, c'est pareil. Ça va râler, c'est à voir donc en tournée pratiquement jusqu'à l'été prochain. Absolument. Serge, à chaque fois que vous veniez depuis 3, 4, même 30 ans, oui. on vous parlait du film
Kaamelott qui était annoncé depuis des années. Quand est-ce qu'il sort? Voilà, Il est sorti, ça y est. au cinéma. Il est sorti cet été. On voit quelques images de la bande-annonce. Figuriez parmi ce casting XXL. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? On était tellement attendu. C'est un travail énorme. Il faut qu'Alexandre Astier, tout de même, écrire, réaliser, mettre en scène. J'ai fait, moi, un long métrage dans ma vie aussi. Je sais ce que c'est comme travail, donc beaucoup de tendresse. J'ai beaucoup de tendresse pour cet homme, pour ce garçon, qui est d'origine italienne aussi, mais ça n'a rien à voir. Hein. Donc, contrairement à ce que son nom pour laisser croire, mais pour qui j'ai une grande tendresse. Et puis 2,7 millions de spectateurs dans ce contexte-là, ma foi, c'est pas si mal quand même. C'est une originalité dans le style de cinéma que la France fait. C'est un ovni, c'est un objet particulier, on va dire, voilà. Après, il y aura le 2, le 3. Serais-je encore dans le 2 ou le 3? S'il attend 10 ans pour faire chaque film, à mon avis, non, je vous le dis honnêtement. Mais on va bien voir la suite des événements. Bon, merci Serge. Dernière petite question, est-ce que vous allez rechanter un jour? Vous aviez proposé un tour de chant il y a quelques années. J'ai fait un tour de chant avec 6 musiciens, un répertoire des années 50 à nos jours pratiquement, avec Sinatra, Elvis Presley, en fait, toutes les choses, et puis même Paolo Conte, Celentano, en fait, toutes les choses. En fait, je remontais des années 50 à aujourd'hui. Écoutez, dans l'immédiat, on devait faire une tournée en janvier. Je ne sais pas comment vous dire, mais en janvier, on ne l'a pas faite. Je veux dire, voilà. Donc là, il y a 6 musiciens, 5 techniciens. Ça, c'est aussi une grosse machine. Bon, je ne sais pas. Peut-être. Pour l'instant, j'ai 2 projets différents qui me posent jusqu'à fin 23. Donc, ça recommence. Vous savez, je vais être comme une boîte de petits pois. Je vais avoir une date de péremption. Je ne sais pas si la limite d'âge va pas arriver un jour ou l'autre. Donc, voilà. Mais j'adore ça. Je continue à chanter avec mes potes musiciens. J'adore ça. Pourquoi pas? Mais il y a Tony Bennett qui a 92 ans, chante encore. Est-ce que j'ai 92 ans, je ne serai pas là pour chanter Fly me to the moon? Mais je sais pas, on verra. Et nous, on a Tony à 14 ans qui chante déjà, on va dire. Juste pour faire la transition justement avec Tony, je vous propose d'écouter le beau filet de voix de Serge Pappagalli. Perché la vita è molto bella come una fetta di mortadella, come una pizza e mozzarella, come spaghetti alla carretella, borro borato, borro borati, perché Ça, c'était, oui. My Way, un peu revisité. Un peu revisité par moi, oui. Allez, ça nous permet de franchir la dernière rubrique avec Tony. On va rester sur la musique avec les pépites, ces jeunes Isérois qui s'illustrent dans différents domaines. On va parler de chansons avec Tony Caviotto, jeune chanteur grenoblois, 14 ans. Tony, c'est ça? C'est ça. Bon, t'es encore au collège, hein? Je suis au collège en 3e. T'es en 3e, bon. Est-ce que t'as des bonnes notes en musique, toi? Ça va, ça va. Ouais, on s'en sort? Des fois oui, des fois non. Ah ouais? Ouais, il y a des hauts et des bas. Bon, pourtant la musique, tu la pratiques depuis longtemps, hein. Tu joues de la guitare, tu composes des musiques, tu écris tes chansons. C'est ça, ça fait 3 ans. 3 ans maintenant. C'est venu comment C'est venu grâce au film Coco, au dessin animé Coco, qu'on a regardé avec mon père et on s'est mis à la guitare. Et j'ai commencé à poser ma voix sur la guitare et c'est comme ça que... D'accord, t'as appris en famille, un peu tout seul Avec mon père, on a regardé des vidéos sur YouTube et c'est comme ça qu'on s'est entraînés ensemble. Ouais, voilà, maintenant on peut devenir un artiste grâce à YouTube. Pas forcément besoin de passer par les cours classiques. Alors, Tony, tu étais venu dans cette émission l'an dernier, à peu près à cette période, nous raconter ton parcours dans The Voice Kids, qui est l'émission de TF1 qui permet de révéler des jeunes chanteurs. Tu as eu l'occasion dans cette émission de chanter en duo avec Kenji Girac. Pour resituer ça, puis te rappeler des bons souvenirs, on va regarder ce petit extrait. Il y a toujours celui qui reste, et bien souvent celui qui s'en va. Une victoire, une défaite, tu as gagné, tant mieux pour toi. Ça pleure aussi une âme, ça oublie sa fierté. ça pleure aussi un homme.
quand il a du chagrin. Merci. Bon, je ne suis pas sûr que vous aviez envie de pleurer ce jour-là. Ça reste un gros souvenir, j'imagine. Ouais, c'était un super souvenir. C'était l'an dernier devant, là aussi, des millions de téléspectateurs. Alors, cette chanson, Ça pleure aussi un homme, elle fait partie du répertoire de Sébastien El Château. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Serge Sébastien El Château. C'est plus notre génération que celle de Tony. Je ne sais pas de quelle génération vous parlez. Sébastien El Château, c'était un des membres, un des élèves, j'ai envie de dire, de la classe. La classe, c'était une émission, on voit quelques images présentées par Fabrice à l'époque sur France 3 ou FR3. J'y ai participé. Voilà, alors vous n'étiez pas ce jour-là, mais j'étais sûr que vous aviez participé à la classe, puisque de nombreux humoristes y venaient, et Sébastien El Château avait le rôle du crooner, un peu chanteur dans cette émission. Alors, Tony était pas né à cette époque. Voilà, je suis même pas sûr que ton papa était né. Voilà, c'était au siècle le dernier, mais c'était un programme qui fonctionnait très bien. Alors comment tu as flashé sur ce chanteur El Château qui était surtout connu à une époque où tu n'étais pas né? Et j'étais au restaurant avec mon père en vacances. Et il y a un jeune gitan qui a chanté la chanson de Sébastien El Château, Ça pleure aussi un homme. Ah, c'est la chanson qui t'a fait flasher. Et mon père m'a dit, ça te dit, on l'apprend, et on l'a appris. Et c'est pour ça que j'ai chanté aux auditions à l'aveugle. D'accord. Alors effectivement, tu l'avais chanté sur TF1, et puis l'an dernier, quand tu es venu sur notre plateau, on avait organisé une petite rencontre virtuelle, on va dire, avec Sébastien El Château, puisqu'il était en visio pendant l'émission, et tu avais proposé comme ça éventuellement venir chanter avec lui sur un de ses concerts. Ouais, il m'avait proposé. Bon, ça, c'est des propositions qu'on fait parfois à la télé pour frimer un petit peu, puis il n'y a pas de suite, sauf que toi, cet été... Ouais, ça s'est fait. On était à côté, et on s'est envoyé un message, et on a décidé de le faire. Ouais, vous étiez dans le sud de la France, on voit là les images de Tony qui est monté sur scène. C'était un moment particulier à vivre? C'était trop cool. J'avais des émotions à la fin quand tout le monde a applaudi, et j'adore en fait toujours. Ah, puis il est resté respectueux, il vous a écouté jusqu'à la fin. Ouais, il était super gentil, il m'a super bien accueilli. Donc ça s'est super bien passé. En tout cas, c'est un beau petit clin d'œil, une belle petite histoire qui se boucle entre TF1, Télé Grenoble, et puis ce concert dans le sud de la France cet été. Parmi les autres belles histoires, Tony, il a beau avoir 14 ans, c'est un bourreau de travail. Il a déjà sorti un album entier qui s'appelle La Mia Familia. C'est ça, Tony? C'est ça. Pareil, tu as composé, tu as écrit les textes. Oui, c'est ça. J'ai pris ma guitare, j'ai fait quelques accords et j'ai commencé à créer des paroles sur la musique. Je crois que tu es déjà au deuxième album. Le premier, encore tout chaud, mais... Je travaille dessus, mais on n'est pas encore allé en studio. Mais j'ai créé les paroles, il faut qu'on revoie encore un peu. Mais... Encore un petit peu de boulot? Ouais. Bon, on va laisser les choses se faire. En attendant, je vous propose de découvrir un des titres qui se trouve sur cet album, un petit extrait du dernier clip vidéo de Tony. La musique c'est l'amitié, faut pas laisser tomber, faut jamais lâcher, pas laisser tomber les projets. Pourquoi tu fais ça? Laisse-moi faire ma vie, ouais. Car la vie c'est ça, la vie c'est magnifique. Je mènerai une vie saine, ouais. Jamais sans personne, ouais. Car la vie c'est ça, quand tout est magnifique. Une vie d'artiste, où les projecteurs sont libres. Pour moi la vie c'est l'indique, la vie sera pour moi magique. J'imagine ma aise dans le miroir. Pour moi la vie c'est d'y croire. Quand je suis solo devant le miroir, je ne fais que d'y voir l'artiste. Bon, Tony a déjà des belles voitures, mais t'as pas encore le permis. Non, pas encore. J'avais pas la même coupe aussi, j'avais oublié. Ah les cheveux, ça pousse vite quand on est jeune. On te souhaite en tout cas d'avoir une carrière aussi longue et aussi belle que celle de Serge Papageli. Dans 50 ans, il n'aura même pas mon âge. Ouais, en plus. C'est incroyable. Il a démarré encore plus tôt. Donc on pense qu'effectivement, que Tony est là pour longtemps. Tu as déjà tout ce qu'il faut en place. Et puis tu es venu avec ta guitare. Alors elle est signée par qui Par Kenji en haut et Vienne en bas. Eh ben voilà, t'es bien barré avec deux parrains comme ça. Qu'est-ce que tu nous fais là pour conclure l'émission en musique? Et je vais vous faire une musique de Vianney qui s'appelle Merci pour ça. Écoute, merci pour toi d'être venu, Tony, on t'écoute.
Les gens qu'on ne regarde pas sont des trésors oubliés. Il y avait tant de choses en toi et peu de gens pour les aimer. Moi je garde nos images que je regarde souvent avant de tourner la page. Faut le vouloir finalement. Et demain je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Et demain je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Oh. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.